Alors, plus exactement, International Diabetes Federation, with the accent, please. Et vous retrouvez le logo ici qu'il y a en bas à côté du petit chat à droite, qui est le logo en fait de la journée mondiale du diabète. Et le thème, donc parlons de bien-être pour mieux vivre avec le diabète. Et ça fait référence au thème de la journée mondiale du diabète 2024-2026, parce qu'effectivement, certes, il y a une journée où on va beaucoup en parler, mais l'objectif, c'est d'avoir la mise en place de certaines choses pour atteindre l'objectif final par rapport au thème qui est diabète et bien-être, avec un accès approprié aux soins du diabète et un soutien adapté à leur bien-être. Pardon. Chaque personne vivant avec le diabète a la possibilité de mener une vie épanouie. Parce qu'effectivement, vivre avec le diabète, ça peut ne pas être simple. Déjà, il faut savoir. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique liée à l'hyperglycémie, qui entraîne pardon, une hyperglycémie. Donc, maladie chronique, qui dit chronique, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps là. L'hyperglycémie, c'est un excès de sucre, de glucose plus précisément, dans le sang. Et forcément, cette hyperglycémie, donc en général, hypo, c'est hyper, c'est plus, hypo, ça va être moins. Dès qu'on rentre dans des extrêmes, c'est jamais très bon. Le corps, il aime bien rester plutôt dans des seuils moyens, on va dire entre guillemets à la normale. Donc, dès qu'on dépasse certains seuils, ça peut avoir des conséquences et parfois des conséquences pas tip top pour faire simple. Donc ça, c'est le thème de la commande de la donc de la journée mondiale du diabète. Quelques chiffres pour, pour en parler aussi, important à savoir. Parce que le diabète, c'est vraiment quelque chose qui est en augmentation au niveau mondial. Ça concerne tous les pays du monde. Heu, c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête aussi l'ampleur du phénomène pour se rendre compte aussi déjà peut-être qu'on n'est pas seul, parce que mine de rien, quand on a une pathologie, de ce type-là, donc chronique, que ce soit le diabète ou d'autres, hein, ne pas se sentir seul, ça peut aider, notamment au niveau du moral. Et souvent aussi, ça veut dire aussi que on va aussi peut-être plus facilement trouver des associations ou des groupes d'entraide pour pouvoir justement partager son vécu, son expérience, ses petits tips aussi pour vivre avec la maladie. Voilà, c'est aussi quelque chose à savoir. Hem, donc là, l'idée, c'est donc aider le public à comprendre l'ampleur et l'impact du diabète sur le bien-être des personnes qui vivent avec cette condition dans le monde entier. À savoir que quand on parle de bien-être, on parle de bien-être physique et mental. On ne dissocie pas les deux. Les deux vont de pair. Quelqu'un en bonne santé, et c'est aussi dans la définition de l'OMS, c'est quelqu'un qui est en bonne santé physique et morale. Voilà, donc c'est une approche globale de la santé que je trouve pour ma part beaucoup plus intéressante. Donc 1 sur 10. Dans le monde, 537 millions de personnes vivent avec le diabète, soit environ un adulte sur 10, dont le bien-être est potentiellement affecté par le diabète. 50%. Près de la moitié des cas de diabète ne sont pas diagnostiqués, laissant des millions de personnes dans l'ignorance de leur état, exposées à un risque accru de complications pouvant avoir des conséquences significatives sur le bien-être à long terme. Donc ça aussi, c'est un fait marquant. Donc déjà, une personne sur 10, c'est énorme, mais 50% des personnes ne sont pas diagnostiquées. Et effectivement, notamment, et on va le voir, notamment dans le cas du diabète de type 2, c'est un diabète qui s'installe dans le temps, qui est très, voilà, qui s'installe à bas bruit
Et c'est vrai que parfois, il est pris en charge un petit peu tard et malheureusement, plus on le prend en charge tard, plus les conséquences peuvent être mauvaises quoi voilà. 63 des personnes vivant avec le diabète interrogées par la Fédération internationale du diabète déclarent que la peur de développer des complications liées au diabète affecte leur bien-être. Oui, forcément, quand vous avez ce type de pathologie, euh, vous avez aussi conscience que ça va demander de la surveillance et potentiellement vous vous exposez à des risques accrus de complications cardiovasculaires, neuropathiques aussi, hein, parce que ça peut toucher les nerfs aussi. Enfin voilà, divers types de complications. Et pour certaines personnes, forcément, ça représente un stress supplémentaire de savoir qu'il y a ça, voilà, qui plane un peu, on va dire un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc effectivement, psychologiquement, parce que là, il n'y a pas forcément de rapport direct avec à quel, j'allais dire, à quel endroit de leur maladie, enfin, de rapport avec est-ce qu'elles sont vraiment dans une hyperglycémie très haute ou est-ce que leur pathologie est contrôlée. C'est juste que ça tient juste compte du bien-être psychique des personnes et donc on voit que 63% ça les affecte moralement, quoi. Un tiers, environ une personne vivant avec le diabète sur trois ressentent un stress lié au diabète. Donc là, les 63%, c'était ça affecte leur bien-être. Et là, on est vraiment dans le stress. Donc, enfin, dans une détresse, pardon. Donc, ça peut être à cause des complications, ça peut être aussi par la difficulté aussi à gérer leur diabète. Parce qu'on va le voir, il y a quand même ça va demander une certaine organisation, entre guillemets, une certaine rigueur aussi pour bien gérer son diabète, qui n'est pas forcément facile à mettre en place et à vivre. Et donc, on peut comprendre qu'une personne sur trois, donc si on compare 63%, ça revient quand même à 33%, euh, ressentent une détresse liée au diabète. 3 personnes sur 4 atteintes de diabète vivent dans des pays aux revenus faibles ou intermédiaires. Il y a aussi dans les facteurs autour du diabète, enfin qui peuvent être à l'origine du diabète, on voit que effectivement, en fonction des cultures, en fonction des régions, en fonction des revenus, le nombre de personnes touchées par le diabète n'est pas le même. Et je vais repréciser notamment le diabète de type 2. Alors, je vais peut-être préciser tout de suite pourquoi j'insiste sur le diabète de type 2, parce que le diabète de type 2 représente plus de 90% des personnes atteintes de diabète. Donc, c'est la grosse majorité. C'est pour ça que, voilà, que j'insiste particulièrement sur le diabète de type 2. Et en plus, dans les facteurs à l'origine de ce diabète, il y a certains facteurs liés notamment à l'hygiène de vie, à l'alcool, au tabac et aussi potentiellement aussi à des antécédents familiaux. Euh, mais voilà, les gros facteurs, c'est quand même tout ce qui est autour de l'hygiène de vie, du tabac, alcool aussi. Enfin, voilà, on est dans ce ordre d'idée-là. Donc c'est pour ça que 90% diabète de type 2. C'est aussi ce qui peut expliquer les variations entre les pays en fonction aussi, comme je disais, des cultures et des revenus. 1 sur 3, environ une personne vivant avec le diabète sur 3 interrogée par la Fédération internationale du diabète affirme avoir du mal à rester positive face à sa condition. Alors bon, on avait 63%, une personne sur 3, là on a encore une personne sur 3 qui a du mal à rester positive. Est-ce que ça comprend déjà les 1 sur 3 qui sont en détresse liée au diabète? Je ne sais pas, ou si c'est à part. Euh, bah, Si en plus vous faites partie des 3 personnes sur 4 qui vivent dans un pays à revenus faibles ou intermédiaires et que donc vous n'avez pas forcément les moyens de suivre votre traitement, pas forcément l'accès aux soins aussi,
effectivement, c'est dur de rester positif quand vous avez ce manque d'accès-là. Après, encore une fois, c'est aussi lié au fait que, étant donné que c'est une pathologie chronique, que ça va demander un suivi au long cours et potentiellement des traitements médicamenteux, parce qu'on verra que c'est pas systématique. Ce sera en fonction du diabète, où est-ce que vous en êtes, enfin du type de diabète, fonction de où est-ce que vous en êtes avec votre diabète, quel est, enfin voilà, est-ce que vous êtes haut dans la glycémie ou pas. Donc oui, effectivement, vu que pour lutter contre cette hyperglycémie, il va falloir mettre en place tout un tas de choses, effectivement, pour ne pas faire face aux complications, effectivement. Ça peut être difficile parfois de rester positif dans ce genre de cas. Donc là, c'était les premiers chiffres. Je voulais aussi vous montrer, il y avait les chiffres. On est toujours on est toujours sur, le site de la Fédération internationale du diabète, donc l'IDF. Heu, Ça fait partie des ressources, hein. Si vous posez des questions sur le diabète, n'hésitez pas à aller voir le site. De toute façon, je vous donnerai, toute une enfin, déjà ça, tout ça, ce sera sur le Discord et en fin de live, je vous donnerai, un certain nombre de sites ou de ressources, complémentaires que vous pourrez aller checker si vous avez besoin d'informations, supplémentaires. Donc les chiffres relatifs, au diabète, au niveau mondial. Hop, donc 10,5 de la population adulte est atteinte de diabète, donc on a vu, c'était 1 sur 10 et la moitié ne sait pas qu'elles vivent avec le diabète. D'ici 2045, les projections de la FID montrent qu'un adulte sur 8, donc on est à 1 sur 10 aujourd'hui, mais 2045, ils annoncent un adulte sur 8, soit environ 783 millions de personnes, c'est énorme, hein, vivra avec le diabète, ce qui représente une augmentation de 46%. C'est juste énorme. Plus de 90% des personnes atteintes de diabète ont un diabète de type 2. Donc, c'est ce que je vous disais, 90%, c'est du type 2. C'est pour ça que j'en parle un peu plus, parce que ça représente quand même la majorité des personnes diabétiques. J'en parle aussi un peu plus que dans le type 1, on va voir que c'est aussi un diabète qui, enfin, autant le type 2, on sait que, voilà, l'environnement, l'hygiène de vie et cetera peuvent avoir un impact, sur le diabète, enfin et même le fait de déclarer un diabète. Alors que dans le diabète de type 1, j'ai envie de dire, enfin, vous n'avez pas entre guillemets «le choix». Vous avez un diabète de type 1, c'est comme ça, c'est enfin voilà, c'est une maladie, heu qui est là, en fait. Vous êtes diabétique de type 1 à la naissance. Le type 2, vous le déclarez avec l'âge, hein. L'âge aussi est un facteur pour le diabète de type 2, hein, parce que l'organisme commence à fatiguer un petit peu, normal. Donc voilà, c'est aussi la grande différence avec entre les deux diabètes, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Donc, les facteurs principaux contribuant à l'augmentation du diabète de type 2 sont les suivants. Urbanisation, une population vieillissante, puisque l'urbanisation, du coup, ça va entraîner, comme le point 3 le dit, une diminution du niveau d'activité physique et l'augmentation de la prévalence de surpoids et d'obésité. Toutefois, il est possible de réduire l'impact du diabète en prenant des mesures préventives. Donc vraiment pour le diabète de type 2, la prévention, c'est un axe très fort pour le diabète de type 2. Et en fournissant un diagnostic précoce, ça aussi, on va le voir, on a vu, 50% de la population ne sait pas qu'il a un diabète. Et comme je vous le disais, plus on le sait, on le prend en charge tôt,
mieux mieux le traitement peut se mettre en place et peut aussi être très léger. Enfin, vraiment, quand on est diagnostiqué très tôt, parfois, c'est juste des petits réglages de l'hygiène de vie et pas plus. Il n'y a pas forcément de médicaments derrière. Et vous évitez aussi les complications parce que c'est comme tout. On a naturellement des pics de glycémie, mais quand c'est tout le temps, votre corps, il fatigue. Et voilà, et ça cause des complications. Donc le diagnostic précoce et des soins appropriés pour tous les types de diabète, oui, ça c'est vrai que c'est valable pour tous les types de diabète. Ces mesures peuvent aider les personnes atteintes à éviter ou à retarder les complications, les fameuses complications qu'on verra aussi un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres derrière? Donc dans le monde, aujourd'hui, 537 millions, d'ici 2030, 643 millions et on a vu qu'en 2045, ce sera encore plus. 3 sur 4 vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc comme je vous disais, ça aussi, ça a un impact, sur le nombre de personnes atteintes de diabète. Et là, on a une carte du monde. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. OK, il veut pas que je la grossisse plus. Après, ça, ce sera encore une fois sur le Discord, hein. On a une carte du monde et on voit l'augmentation sur chaque continent, plus ou moins chaque région du monde, grande région du monde, l'augmentation du nombre de cas de diabète. Donc, par exemple, en Europe, en 2021, il y avait 61 millions. Alors ça, je ne pense pas que vous arriviez à le lire. 61 millions de personnes. Et on projette en 2045 69 millions de personnes, soit une augmentation de 13%. Si on va aux États-Unis, enfin aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord et Caraïbes inclus, entre 2021 et 2045, ils projettent 24% d'augmentation. Donc l'Amérique, enfin notamment les États-Unis qui sont particulièrement aussi touchés par le diabète, mais pas que. Euh, on voit je crois le pire, on est ou un des plus mal lotis en Afrique. Aujourd'hui, on a 24 millions et ils projettent 55 millions de personnes touchées, soit une augmentation de 134%. 134% en l'espace d'un peu plus de 20 ans, quoi. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions d'avoir d'avoir des chiffres qui s'envolent comme ça, dans le temps. On voit l'Amérique du Sud, une augmentation de 50%, l'Ouest Pacifique 27%, le Sud-Est Asie, on est à 68%, donc au niveau de là, il y a l'Inde et d'autres pays limitrophes. Et dans le Middle East et le nord de l'Afrique, on est à plus 87%. Donc, c'est des chiffres qui sont inquiétants parce que, parce que ça veut dire déjà que, comme je crois que j'avais intitulé mon podcast comme ça, le diabète, c'est vraiment une épidémie mondiale silencieuse. C'est-à-dire que ça touche énormément de monde, de plus en plus de monde, et c'est en constante augmentation. Donc, ça pose, ça pose question sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer, d'une, que les patients vivent mieux avec leur diabète, déjà. Ça, c'est une des premières choses. Et de deux, comment on peut prévenir, puisque on peut prévenir, notamment, comme je vous le disais, le diabète de type 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir notamment le diabète de type 2? Alors, quelques chiffres en France. Quelques chiffres en France. Donc là, je suis sur la Fédération française des diabétiques. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site.
Il y a souvent plein de choses comme, bah, je m'informe, je vis avec le diabète, enfin c'est des sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver de l'information, du conseil, enfin voilà et là, je contacte mon asso local, enfin c'est quand même bien fait. On va regarder juste le petit graphique effectif des personnes atteintes de diabète en France de 2015 à 2022 et prévalence du diabète en 2022. Donc on voit qu'on a une augmentation croissante du nombre de personnes diabétiques et que la prévalence du diabète est de 6,30%. Donc c'est pas genre ça a augmenté parce que la population a augmenté, c'est vraiment que en proportion, on est passé, je crois qu'on était à, je sais pas si on n'était pas genre à 5,6 ou 5,8 et en 2022 on est à 6,30 et ça va faire qu'augmenter. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans les chiffres. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une personne sur 10, un adulte sur 10, et 2045, ce sera un adulte sur 8. Donc, on voit que c'est la prévalence qui augmente. C'est pas parce que la population augmente, c'est vraiment la part dans la population qui augmente. Donc voilà, pour les chiffres par rapport à la France. Mais du coup, avant de parler de déontologie comme d'une évidence, c'est quoi l'idéologie? On vise quel idéal? L'idéal de quoi? L'idéal de quoi? Est-ce que tu peux préciser 4 et 5 ton idée? Parce que là, il y a pas, enfin, il n'est pas question d'idéologie, il est question de que les gens soient en bonne santé et s'ils sont malades, qu'ils puissent vivre au mieux avec leur pathologie enfin, avec leur traitement et dans la prise en charge, et que ce soit au niveau physique ou comme je disais, psychologique aussi. Il faut prévenir, il faut guérir. Bah, la prévention, c'est la déontologie que tu préconises. La prévention, c'est ce qui permet d'éviter aux gens de tomber malades, et guérir, aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète. Pourquoi pourquoi je souhaite que les gens soient en bonne santé et en bonne santé physique et mentale? Tu veux pas que les gens soient en bonne santé physique et mentale? Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils font. C'est aussi parce que les gens ne sont pas forcément au courant de certaines choses. Il n'y a pas à imposer aux gens, mais je pense que les gens préfèrent être en bonne santé et heureux que malades et tristes. Après, si une personne ne veut pas se soigner ou ne veut pas faire quoi que ce soit, je suis personne pour imposer à qui que ce soit quoi que ce soit. Bonne soirée. La question, elle est même pas inutile, en fait. C'est pas qu'elle est inutile, c'est que j'ai jamais souhaité imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. C'est pour ça que il y a pas d'idée d'imposer quoi que ce soit. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, je propose de l'information, les gens sont aussi libres de la prendre ou de pas la prendre. C'est pareil, donc il y a pas de, je vais pas être derrière les gens pour leur imposer quelque chose, hein. Chacun est libre de gérer sa vie. Mais encore une fois, heu, enfin, je pense que les gens, enfin, la plupart en tout cas, ont plutôt envie d'être, en bonne santé et heureux, et que en tout cas, la définition qu'on fait, de la santé aujourd'hui, on inclut ces deux dimensions. Mais, hem, donc ça, c'était pour les chiffres, au niveau de la France. Donc, comme je vous disais, qui sont en constante évolution et notamment dans la prévalence.
Ensuite, ouais, les chiffres. Donc, et on va passer une petite vidéo. Donc, Vivre avec le diabète, c'est une vidéo de France Bleu qui date d'il y a 4 ans. Voilà, qui résume un petit peu, enfin voilà, va parler dans les grandes lignes du diabète et notamment des 2 principaux différents types, le type 2 et le type 1. Le diabète est en fait le terme qui réunit un ensemble de maladies qui ont tous en commun une anomalie, à savoir un taux anormal de glucose dans le sang. Ce taux anormal de glucose dans le sang est lié à plusieurs facteurs. Dans le cadre d'un diabète de type 2, ça va être véritablement une fatigue des organes et une fatigue du pancréas liée à une forte charge héréditaire. Le diabète de type 1, contrairement au diabète de type 2, est une maladie qui est auto-immune. Ce sont les globules blancs qui un jour se sont retournés contre votre pancréas et qui ont dévoré, entre guillemets, toutes les cellules qui sont productrices de l'insuline. Alors là, il aborde plusieurs choses qu'on va aller un petit peu plus creuser par la suite. Notamment, il parle de l'insuline, il parle du pancréas, etc. Ce qu'il y a à retenir là, dans un premier temps, sur la maladie, donc le diabète de type 1, c'est que c'est une pathologie donc auto-immune, c'est-à-dire que le corps va malheureusement s'attaquer à lui-même et dans le cas du diabète de type 1, à une partie en particulier, notamment au niveau du pancréas. C'est un petit peu complexe, il va falloir vous accrocher. Quand on mange, tout le monde, que vous soyez diabétique ou pas, vous mangez des glucides. Ces glucides vont être digérés, rentrer dans le sang, et une fois qu'il est dans le sang, ces glucides vont être utilisés par vos organes pour fonctionner. C'est un peu l'essence de vos organes, de votre cerveau, de vos muscles, etc. Ce qui permet au sucre, aux glucides, donc dégradés en glucose, de rentrer dans vos organes, c'est une petite clé qui est une hormone que vous produisez qui s'appelle l'insuline. Chez les diabétiques, cette insuline est soit inexistante, soit elle fonctionne beaucoup moins bien, ce qui fait que le sucre ne va pas passer du sang vers vos organes qui en ont besoin. Le sucre va rester dans le sang et vous allez avoir plusieurs problèmes liés à cette accumulation de sucre dans le sang. La glycémie. Donc, juste 2 secondes, donc l'insuline joue, enfin là, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que l'insuline joue un rôle sur la gestion de cette fameuse glycémie, de ce taux de sucre dans le sang. Et là, donc, il aborde la glycémie. C'est simplement le taux de glucose dans le sang. Ça mesure effectivement si votre sang est chargé en sucre ou pas. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'un diabétique et pourquoi c'est important pour le diabétique de suivre sa glycémie, j'utilise souvent l'image de l'élastique tendu entre 2 clous. Chez une personne normale, cet élastique, quand vous donnez un coup dedans, il va briller et puis revenir à l'état normal. Chez un diabétique, quand vous donnez un coup de dent, l'élastique est tellement lâche qu'il va aller en haut et en bas et rester là. Donc vous avez besoin d'injecter de l'insuline ou sinon d'agir différemment pour que l'élastique soit toujours plat et dans la norme. Donc la glycémie, c'est ça. L'hypoglycémie caractérise un taux de glucose dans le sang qui est plutôt bas, plutôt faible et qui va commencer à altérer plein de choses dans l'organisme. L'hyperglycémie, c'est au contraire un taux fort en glucose dans le sang qui de la même façon va créer des problèmes dans l'organisme. Donc là, hypoglycémie, on l'a plus ou moins tous un petit peu ressenti à un moment donné. On avait un petit coup de pompe, on sentait qu'on était un peu fébrile parce que, je sais pas, ça faisait un moment qu'on n'avait pas mangé ou parce qu'on a fait un effort intense et que voilà, on a consommé beaucoup de carburant dans notre corps. L'hyperglycémie, bah, à l'opposé, là, on a trop de sucre dans le sang et ça va avoir d'autres conséquences.
Dans le traitement du diabète de type 2 ou du diabète de type 1, il existe une foultitude de traitements différents. Dans le cadre d'un diabète de type 2, on a toute une phase qui va consister à prendre des antidiabétiques oraux ou injectables. Ça va être des cachets qui vont interagir avec le pancréas et les différents organes. On peut passer ensuite à des injections d'insuline. Comme le type 1 a besoin effectivement de s'injecter de l'insuline, il y a plusieurs façons pour lui de recevoir cette hormone. Donc on peut effectivement utiliser des stylos qui remplacent de plus en plus les seringues. Donc c'est une injection classique. Ou sinon on peut utiliser une pompe à insuline comme celle-ci qui permet de s'injecter tout au long de la journée et avant les repas de l'insuline et de pouvoir ainsi contrôler sa glycémie directement. Donc là, on est vraiment sur le type 1 où, en l'occurrence, le corps ne va plus produire donc l'insuline qui est importante pour réguler la glycémie et auquel cas il faut lui apporter cette insuline avec les moyens dont il a parlé. L'alimentation est au cœur de la vie du diabétique, surtout pour le diabétique de type 2. Ce qu'il faut, c'est véritablement avoir une alimentation équilibrée, comme devrait l'avoir en fait tout le monde. C'est simplement que le diabétique se rend véritablement compte de l'impact d'un régime équilibré sur son organisme. Alors les grandes règles pour manger équilibré, c'est véritablement d'éviter de manger trop gras ni trop sucré. Et effectivement, ensuite, ce qui est important de faire, c'est de privilégier l'apport en fruits et légumes frais et de peut-être réduire un petit peu la proportion de féculents. On a tendance, nous, en France par exemple, à charger en pâtes, en riz, en pain. Voilà, on peut peut-être réduire un petit peu la part des féculents pour plutôt ouvrir celle des fruits et légumes frais, sachant qu'il y a assez de fruits et de légumes frais pour quand même se faire bien plaisir. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans ce qui est, tout ce qui est nutrition, diététique, etc. Mais je vous montrerai une petite vidéo sur l'index glycémique et vous verrez qu'on a des a priori sur certains aliments parce qu'on a tendance en France de parler de sucre rapide, sucre lent, à considérer notamment le pain et les féculents comme des sucres lents. Ce qui n'est pas forcément vrai en fait. Pas pour tous les types de pain. Par exemple, le pain blanc n'a pas forcément, on va dire, un index glycémique bas, parce qu'en fait, plus l'index glycémique est bas, moins ça va impacter la glycémie, donc moins ça va faire un gros pic de glycémie. Et au contraire, plus l'index glycémique est haut, plus ça va faire un pic de glycémie. Or, quand vous êtes diabétique, le but, c'est d'essayer de contrôler la glycémie, de la garder le plus stable possible. Et c'est pour ça qu'on va rechercher plutôt des aliments avec un index glycémie plutôt bas, ou en tout cas modéré, quoi. Et le pain blanc, la plupart du temps, c'est plutôt un index glycémie haut et aussi certains féculents. Donc voilà, mais on verra, on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Donc peut-on guérir du diabète? On ne guérit pas pour l'instant du diabète, véritablement. On a parfois des paliers en ce qui concerne le diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, c'est entre guillemets fichu. Lui, il est diabétique de type 1, voilà, il ne pourra pas revenir en arrière. Mais Alors, non, on ne pourra pas revenir en arrière, mais il y a des avancées aujourd'hui, notamment dans le domaine des greffes et des greffes de cellules souches, qui donnent un espoir. Mais aujourd'hui, encore une fois, là, on verra aussi un petit reportage. Pour l'instant, la greffe de cellules souches est réservée vraiment à des patients qui sont en échec avec les différents types de traitements. Et ça n'empêche pas quand même de devoir continuer à contrôler sa glycémie et voire potentiellement de continuer à avoir un apport d'insuline en parallèle. Mais l'objectif, c'est quand même de baisser tous ces apports et d'avoir une glycémie plus régulière. Le
diabétique de type 2, effectivement, on peut avoir un sentiment de rémission qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de traitement spécifique. Et le fait de simplement faire du sport et de manger équilibré va suffire à réguler son diabète. Les espoirs de guérison sont par contre permis. On peut espérer que dans des dizaines d'années, on pourra guérir du diabète de type 1 et de type 2. Il y a quand même des espoirs d'amélioration, en tout cas des traitements. On a l'apparition bientôt, je pense, des pancréas artificiels et de tout ce qui est boucle ouverte et fermée, qui permet de véritablement faire communiquer un capteur avec une pompe à insuline, par exemple, et Alors là, le capteur dont il parle et la pompe à insuline, la pompe à insuline, il vous l'a montré tout à l'heure. Le capteur dont il parle, c'est qu'aujourd'hui, il y a, alors c'est surtout pour les diabétiques de type 1 qui ont besoin vraiment de surveiller leur glycémie très régulièrement dans la journée. Il y a des capteurs qui se mettent directement sur la peau. Vous en avez déjà peut-être vu des personnes avec un espèce de petit rond blanc là, collé sur le bras. En fait, c'est un capteur de glycémie. Et aujourd'hui, ces capteurs communiquent potentiellement avec votre téléphone. Vous avez une application en fait, qui va vous permettre de voir en temps réel la glycémie détectée par le capteur. Mais pour l'instant, alors à moins que je me trompe, ce qui est possible, hein, ce capteur-là ne communique pas directement avec la pompe à insuline. Donc, c'est pour ça qu'il dit on sera peut-être en boucle fermée d'ici quelques années où on aura un capteur qui communiquera directement avec la pompe et ce qui évitera de devoir potentiellement rentrer manuellement les informations. Je sais pas, je suis en train de, j'hésite, je sais pas si ça existe déjà. Après, ça n'empêche qu'il y a quand même une action à faire au niveau de la pompe. Mais c'est vrai que si les 2 peuvent communiquer directement, c'est quand même l'idéal. Donc à vérifier si ça existe déjà. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre dans le chat parce que je n'ai pas de certitude aujourd'hui. Permettre de réduire la charge mentale entre guillemets du patient sur sa maladie, qui aura moins besoin d'interagir avec son traitement. Et je pense que voilà, dans quelques années, on pourra être un petit peu déchargé, nous en tant que malades, de la gestion de notre propre maladie. Oui, parce que la charge mentale de cette maladie, notamment chez le type 1 ou des types 2 avancés, bah, c'est un suivi quotidien. Voilà, là, il vous a montré sa pompe à insuline qui lui délivre directement l'insuline plutôt que de se faire des injections avec une seringue ou un stylo. Ça permet, bon, déjà, c'est quand même beaucoup plus simple que de se piquer plusieurs fois par jour. Euh, regarder régulièrement sa glycémie, de checker ça, c'est de regarder un petit peu justement dans notre alimentation pour pouvoir en fait savoir combien on va injecter d'insuline. Il faut estimer à peu près ce qu'on va manger en glucides. Donc on voit que c'est quand même plein de petites choses à penser pour pouvoir suivre, enfin pour pouvoir gérer au mieux sa glycémie au quotidien. Donc c'est vrai que plus on va décharger le patient, mieux ce sera parce que encore une fois, l'importance aussi de la santé mentale du patient, elle est hyper importante et elle est de plus en plus pris en compte et c'est notamment ce qui explique le thème de cette année, diabète et bien-être. Donc en 2016, on comptait 5,1 millions de Français concernés par le diabète. En train de me dire que c'est pas le même chiffre que ce qu'on a eu. Mais on estime, ok. Donc 92% des diabétiques sont de type 2 contre 6% de type 1. Hop. Alors là, par contre, là, ce qui m'interpelle, c'est que leur chiffre du nombre de diabétiques n'est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Après, on était quand même sur le site de la Fédération des diabétiques, donc je ferais plus confiance à ce chiffre-là. Après, est-ce que le chiffre annoncé tient compte des personnes potentiellement non diagnostiquées? Je ne sais pas, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc voilà, donc là, on a
grossièrement, on va dire, défraîchi un petit peu le sujet, mais on est loin d'être rentré dans le détail. Heu, je vais refaire un petit tour des termes importants. Donc je rappelle, le diabète, c'est, une maladie, chronique entraînant une hyperglycémie. Donc on a vu que la glycémie, c'était le taux de sucre dans le sang, que, quand on parle d'hyperglycémie, pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de chiffres, sur ce qu'on considère la glycémie moyenne et à partir de quand on considère qu'on est, quand on est dans le diabète, on va dire. Le taux moyen de glycémie est environ de 1 gramme par litre de sang. Heu, À savoir que ça, c'est moyen, parce qu'au cours de la journée, vous avez, des pics de glycémie, puis ça redescend, enfin voilà, en fonction des repas, en fonction enfin voilà, de vos activités, votre glycémie, elle varie, mais en moyenne, le corps essaye de la garder autour de 1 gramme par litre de sang. On considère qu'on est dans le diabète si on est à plus de 1,26 grammes par litre de sang à jeun, donc c'est-à-dire le matin sans avoir mangé, ou à 2 grammes ou supérieur à 2 grammes par litre de sang à n'importe quel moment de la journée. Donc ça, on va dire les 2 chiffres à retenir, c'est 1 gramme par litre, ça c'est la moyenne, et 1,26 grammes par litre et supérieur, on est dans le diabète à jeun. Ça, c'est le chiffre à jeun. Hem, je pensais à un truc à rajouter par rapport à ça et je l'ai perdu. Hyperglycémie, taux moyen. Oui, en fait, quand on est, pas tout à fait à 1,26 g par litre à jeun, quand on est entre, je sais plus les chiffres, enfin, en gros, entre 1 gramme et 1,26 g, qu'on voit qu'on tend plutôt vers 1,26 que, vers la moyenne, on est potentiellement dans ce qu'on appelle le prédiabète et c'est pareil, ça on en parlera. C'est vraiment les tout débuts, le tout prémisse du diabète et là, si on pose, un diagnostic à ce moment-là, clairement la prise en charge est plus simple et permet vraiment d'éviter de tomber clairement dans un diabète de type 2 et potentiellement d'éviter aussi, la prise de médicaments, ce qui est quand même, une bonne chose, en soi. L'insuline, donc ça, on en a parlé. Enfin, il en a parlé, pardon. Qu'est-ce que c'est que l'insuline? L'insuline, c'est une hormone, en fait. C'est une hormone, qui est produite plus précisément par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Donc retenez simplement insuline produite par le pancréas. Donc c'est une substance chimique qui va atteindre des cellules cibles. En l'occurrence, là, c'est les cellules du corps humain. Et qui va servir qui va avoir, voilà une fonction particulière, notamment, par rapport, au glucose. Le glucose étant le carburant de nos cellules, et ben, l'insuline va permettre au glucose justement d'accéder à l'intérieur de la cellule. Donc je disais l'insuline est une hormone. Donc je vais vous montrer juste une vidéo, assez courte sur le système hormonal pour replacer un petit peu les choses et ensuite on verra une vidéo aussi sur la glycémie. Comme ça, on monte un petit peu les pièces de notre puzzle, on va dire. Le système endocrinien désigne un ensemble d'une dizaine de glandes réparties dans notre corps. Donc là, ce qu'elle nous montre, enfin, il en manque, qui sont plus bas, mais on a ici l'hypothalamus et l'hypophyse dont elle va parler parce que ces 2 glandes qu'on appelle aussi le complexe, hypothalamo-hypophysaire sont hyper importantes dans le système, endocrinien ou système hormonal. Donc ce sont 2 glandes endocriniennes hyper importantes. Ici, on a la thyroïde, avec notamment à l'arrière aussi les parathyroïdes, qui sont aussi des glandes endocriniennes. Ici, on a le
thymus, si je ne me trompe pas, et il me semble que le thymus joue surtout un rôle dans l'enfance et beaucoup moins une fois adulte. Là, on a donc ça, les deux trucs blancs de chaque côté, là, ce sont les reins. Et juste au-dessus des reins, vous avez les glandes surrénales, puisqu'elles sont sur les reins. Donc les glandes surrénales aussi qui jouent un rôle essentiel dans le système hormonal. Et ici, cette espèce de langue ou de feuille, selon comment on voit les choses, c'est le pancréas. Alors je le trouve personnellement un peu bas, mais je peux me tromper. Mais bon, en tout cas, c'est le pancréas. Et ce qui n'est pas représenté, ce sont les gonades, donc c'est-à-dire les organes, les ovaires et les gonades chez les hommes, les testicules, si je ne me trompe pas, qui elles aussi sécrètent des hormones. Donc ce sont les principales glandes endocriniennes du système hormonal. Lorsqu'elles sont stimulées, les glandes endocrines produisent des molécules appelées hormones et les libèrent dans le système vasculaire. Donc là, les organes produisent ces substances chimiques et l'amènent dans le sang. Le fait que ce soit libéré dans le sang, donc dans la circulation sanguine, explique aussi que ce soit plus lent que le système, notamment nerveux. Déjà parce que le système nerveux, la propagation sur les axones est plus rapide. Ça, c'est un fait, mais aussi parce que le système vasculaire est, si vous mettez bout à bout tous vos vaisseaux sanguins, vous arriverez à un total vous arriverez à faire 2 fois et demi le tour de la Terre, donc soit environ 100 000 kilomètres, entre 80 000 et 100 000 kilomètres. Donc c'est très très grand, mais ça a aussi l'avantage d'aller partout dans le corps. Après, les hormones, elles vont aller chercher, enfin, elles vont interagir avec des cellules cibles, donc elles ont une fonction particulière, donc elles sont vraiment destinées à aller à un endroit en particulier. Et sur la cellule cible, vous allez avoir notamment des récepteurs spécifiques à cette hormone, et c'est quand l'hormone va entrer en contact avec ces récepteurs spécifiques de la cellule cible qu'elle va produire son effet. Les hormones fonctionnent comme de véritables messagers chimiques, transportés par le sang jusqu'à des cellules cibles. Lorsqu'elle atteint une cellule cible, l'hormone se lie à un récepteur spécifique, ce qui déclenche un processus physiologique comme la division cellulaire, par exemple. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La production de nombreuses hormones est contrôlée par 2 petites structures situées à la base du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors, on avait parlé notamment dans la douleur du thalamus, qui est là, et en fait, l'hypothalamus, hypo et thalamus. Donc voilà, si jamais vous vous souveniez du thalamus qui est là, en plein milieu du cerveau, en gros, hypothalamus sous le thalamus avec l'hypophyse. L'hypothalamus est composé de noyaux nerveux qui contrôlent des fonctions vitales comme le sommeil. L'hypothalamus contrôle aussi l'hypophyse, la principale glande productrice d'hormones. Alors le sommeil, c'est vrai, mais il y a aussi une autre glande qui s'appelle la glande pinéale qui est un petit peu à l'arrière du thalamus, qui va sécréter notamment la mélatonine. Vous avez certainement entendu parler de la mélatonine, enfin ou pas d'ailleurs. C'est une hormone donc, qui est sécrétée au moment où, en gros, le soleil se couche, au moment où la lumière, en tout cas l'intensité lumineuse baisse. Votre glande pinéale va commencer, qui s'appelle aussi épiphyse, va commencer à sécréter la mélatonine. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fait de rester devant des écrans pour essayer de s'endormir, forcément, votre cerveau, lui, il interprète ça comme de la lumière et ça risque de retarder l'endormissement. Donc il vaut mieux éviter les écrans pour s'endormir. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez aussi trouver en pharmacie, parfois pour vous aider à l'endormissement, de la mélatonine. Après,
Si vous souhaitez en utiliser pour vous aider à dormir, enfin en tout cas à l'endormissement, parce que c'est pas du tout comment, un somnifère, hein, c'est vraiment, enfin, c'est plus une aide à l'endormissement que vraiment quelque chose qui va vous «faire dormir» entre guillemets. Il vaut mieux bien demander conseil, soit à votre pharmacien, ça c'est le minimum, ou éventuellement à votre médecin pour voir aussi si c'est compatible, si vous avez des traitements en cours, si c'est compatible avec vos traitements en cours. Donc l'hypophyse. L'hypophyse sécrète à elle seule 9 hormones différentes. La vasopressine, par exemple, régule le fonctionnement des reins. L'ocytocine provoque les contractions de l'utérus pendant l'accouchement. Alors vasopressine, si ça peut, en fait le fonctionnement des reins va avoir aussi un impact sur votre pression sanguine, enfin sur, puisque, heu, le sang c'est un liquide qui est aussi composé d'eau. Et donc, si vous voulez gérer entre guillemets «la pression qu'il y a dans votre circulation sanguine», bah, il suffit de faire aussi, enfin, vous pouvez jouer sur le volume de sang dans la circulation. Et du coup, si on veut faire baisser un peu la pression, bah, potentiellement on va, sécréter, du coup des urines pour évacuer, de l'eau et faire baisser le volume. Et à l'inverse, si on a besoin d'augmenter, ce volume, bah, le corps va avoir tendance à vouloir boire. Enfin, ça explique un peu le nom de la molécule vasopressine puisque, on parle de vasodilatation quand les vaisseaux se dilatent, ou de vasoconstriction au contraire, quand ils se contractent et que leur diamètre, diminue. Et donc, vasopressine par rapport à la vasopression, la pression dans les vaisseaux. D'autres hormones hypophysaires contrôlent la pigmentation de la peau ou la croissance des os. Ensemble, l'hypothalamus. La croissance des os, c'est aussi important. S'il y a un souci au niveau de l'hypophyse, chez, un jeune patient, bah, ça peut avoir un impact sur sa croissance. Donc enfin voilà, ça peut expliquer en tout cas, d'éventuels, problèmes de croissance. Et l'hypophyse produisent le tiers de nos hormones. Ils agissent ainsi sur de multiples processus physiologiques. Donc ce simple complexe hypothalamo-hypophysaire, va sécréter un tiers des hormones. Donc enfin c'est énorme parce que, comme on l'a vu au tout début, il y a un peu plus que 3 organes qui peuvent produire des hormones. Donc, c'est vrai que si déjà, rien qu'à eux 2, ils en produisent un tiers, ça fait déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus, les hormones qui sont produites, elles vont aussi, par l'hypothalamus, enfin, au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, vont avoir un impact aussi sur d'autres organes endocriniens, pour aussi les inciter à déclencher eux-mêmes la production d'hormones. Donc c'est un complexe qui est vraiment un petit peu un chef d'orchestre. Voilà. Bon, après ça, c'est vraiment pour le système endocrinien. Je voulais vous parler du système endocrinien parce que, comme je vous disais, l'insuline est une hormone et le pancréas est donc un organe, endocrinien qui va être capable donc de sécréter des hormones, notamment l'insuline, mais pas que. Hem Là, on va voir principalement, les hormones qu'il va sécréter dans le rôle de sa régulation de la glycémie, mais il est capable aussi d'en sécréter d'autres pour, d'autres, fonctions. Donc là, on va regarder une petite, vidéo sur la glycémie et comment celle-ci justement se régule. Donc c'est une vidéo de l'INSERM cette fois-ci sur la glycémie. Donc c'est pour ça que il y a des images hyper stylées. C'est au cours de la digestion que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. Donc là, elle passe par l'estomac et notamment le fait de bien comprendre que ici c'est la première phase de la digestion et donc la première phase de décomposition des aliments. Au niveau de la nutrition, je sais que, ça va avoir un impact dans le sens où forcément ce que vous mangez et aussi l'ordre potentiel dans lequel vous mangez va pouvoir éventuellement ralentir
ou accélérer l'absorption de ce fameux glucose. Notamment, les fibres vont avoir tendance à ralentir l'absorption. Donc voilà. Après, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas forcément ma spécialité, mais sachez que voilà, ce qui va arriver là et donc alors ça va arriver, ça va avoir un impact sur la rapidité d'absorption ou pas, en sachant qu'il y a tout un autre trajet, enfin le trajet est long avant d'avoir C'est à ce toute la moment-là digestion. que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 g par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant de nos cellules, nécessaire à leur fonctionnement. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Alors, le foie, vous allez le voir, le foie, en tant que rôle de stockage, hein, ce n'est pas un organe qui va sécréter, enfin, qui, dans ce cas-là, il ne va pas sécréter d'hormones. Ce n'est pas un organe endocrinien. Le pancréas sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. 2 scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. Donc, ça, ce sont les cellules du pancréas. Alors, en particulier, celles qui vont produire l'insuline, ce sont les cellules bêta des îlots de Langerhans. Mais bon, ce sont des cellules du pancréas et qui vont donc sécréter l'insuline et qui arrivent dans la circulation sanguine. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en... Donc là, on voit l'insuline, donc c'est ces petits bitonio roses là, enfin qu'ils sont représentés comme ça. Et on voit que l'insuline vient se fixer sur des récepteurs spécifiques de la cellule et que ça a pour conséquence, on va dire, entre guillemets, d'ouvrir la cellule, avec des guillemets, hein, c'est pas vraiment le terme, et ces ouvertures qui vont permettre à la cellule d'absorber le glucose. C'est pour ça qu'on appelle aussi un petit peu la clé. On dit souvent l'insuline, c'est la clé qui va permettre au glucose de rentrer dans la cellule et donc d'apporter de l'énergie aux cellules. ont besoin pour fonctionner. Mais l'insuline va également favoriser la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. Donc, pour rappel, les diabétiques, on est en hyperglycémie chronique. Donc, on a trop de sucre dans le sang. Et donc, on voit que normalement, dans un système qui va bien, l'insuline va permettre au corps de faire baisser ce taux de sucre dans le sang. On peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas, en favorisant le stockage du glucose, fait baisser la glycémie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas contraire, après un jeûne. Donc c'est ce que je vous disais, hein, l'insuline, elle varie au cours de la journée, après le repas, etc. Enfin, il y a pas c'est pas linéaire, quoi. Le 1 gramme par litre de moyenne, c'est ce que le corps cherche, vise, on va dire, comme taux moyen. Mais concrètement, c'est pas à ça pile poil tout au long de la journée. Et cette recherche de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle notamment l'homéostasie. Et l'homéostasie, en gros, c'est l'idée que même après une perturbation, le système va tendre à essayer de retrouver une valeur d'équilibre. Et pour ça, il va engager différents processus de régulation. Et là, notamment, si c'est trop haut,
le processus de régulation pour retrouver la valeur d'équilibre, c'est la libération d'insuline par le pancréas. Jeûne prolongé. Donc là, dans le cas d'un jeûne, par exemple quand vous dormez, Le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. donc là, à l'inverse, l'homéostasie, donc on est en hypoglycémie, on est en dessous de la moyenne. Le corps, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Encore une fois, homéostasie, il veut retrouver sa valeur d'équilibre. Eh ben, il n'y a plus assez de sucre dans le sang, eh ben, il va aller chercher dans ses réserves. Et c'est là qu'intervient donc une autre hormone dont on parle un peu moins, qui est le glucagon. Le glucagon qui, comme ça a été montré, permet de déstocker le glucose qui a été stocké notamment dans le foie. Pancréas et foie jouent donc un rôle important dans le contrôle permanent de la glycémie. Ce contrôle suppose un équilibre satisfaisant entre les deux hormones antagonistes sécrétées par le pancréas et une gestion fine du stockage-déstockage du glucose dans le foie. Donc antagonistes avec des effets opposés, hein. L'insuline va faire baisser le taux de sucre dans le sang alors que le glucagon, au contraire, va le faire augmenter. Donc des effets différents. Cet équilibre dynamique, qu'on nomme homéostasie, est obtenu grâce à ce système autorégulé à commande hormonale qui s'avère être une authentique mécanique de précision. Donc c'est ça qui est assez, en tout cas personnellement je trouve assez fascinant dans le corps humain, c'est que tout ça se fait sans qu'on en ait conscience. Le corps va de lui-même détecter, le pancréas, il a un détecteur de glycémie. Il sait que là, il y a trop ou pas assez de sucre dans le sang et en fonction de ça, eh ben, il va adapter sa réponse. Il y en a trop, je libère de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre. Il n'y en a pas assez, je libère du glucagon pour refaire monter le taux de sucre dans le sang. Alors après, c'est vraiment, nous, encore une fois, ça va être vraiment l'insuline qui va nous intéresser pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, puisque, encore une fois, c'est le diabète, c'est une hyperglycémie chronique. Donc c'est pour ça que on va chercher plus à comprendre l'utilité de l'insuline. Des problèmes avec le glucagon, j'ai jamais trop entendu de patho autour de ça. Ça doit certainement exister, hein, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, ça va moins nous intéresser, mais sachez que ça existe. Donc voilà, le rôle important du pancréas, vraiment primordial dans tout ça, et de cette fameuse hormone, l'insuline, qui va permettre aux cellules de faire rentrer le glucose à l'intérieur, parce qu'on était là sur la surface, la membrane vraiment externe de la cellule. Cette cellule, nos cellules qui ont besoin du glucose pour faire de l'énergie et donc pour vivre, quoi, tout simplement. Donc à retenir, l'insuline fait baisser la glycémie et l'absence d'insuline ou une baisse de sensibilité des cellules à l'insuline provoque une glycémie. Donc si vous n'avez pas assez d'insuline, du coup, votre taux de sucre, je vais y arriver, votre taux de sucre dans le sang ne va pas pouvoir baisser. Mais autre problème que vous pouvez rencontrer, le manque d'insuline dans le sang, c'est dans le cas d'un diabète de type 1, mais dans le diabète de type 2, ce qui se passe, c'est plutôt, vous avez encore l'insuline dans le sang, sauf que vos cellules, elles sont moins sensibles à l'insuline et du coup, elles vont pas, quand l'insuline va essayer de venir les voir pour se fixer sur le récepteur, elle va pas forcément réagir, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types.
Donc le type 1 qui est dit diabète insulinodépendant, puisque là, on a un manque en insuline. Et le diabète de type 2 qui est dit non insulinodépendant, puisqu'on a de l'insuline, mais il y a une insulinorésistance. Donc l'insuline est là, mais ne peut pas faire son travail normalement, on va dire.